Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir. Twitch, c'est une première pour le VIP, donc on espère que vous allez passer un aussi bon moment que nous. Le VIP étant un média participatif et étudiant, on s'est posé une question de la crise sanitaire. Est-ce que les jeunes, ils se sentent considérés pendant cette crise? Et pour y répondre, on va accueillir différents intervenants et intervenantes tout au long du live. Et on va aussi diffuser des vidéos, notamment de la série Sois jeune et précaire, que Romain et Victor, les anciens services civiques du VLIP, ils ont réalisé l'année dernière. Donc, moi, je m'appelle Margot, je suis en service civique communication et médiation au VLIP cette année. C'est moi qui vais animer le live ce soir. Mais j'ai assez parlé pour le moment, donc je vous laisse avec un petit état des lieux de la situation des étudiants avant Covid. À tout de suite. La précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs sécurités qui permettent aux personnes et aux familles de répondre à leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Lorsque plusieurs des sécurités sont affectées en même temps, le risque est de rester dans la précarité longtemps. Même si la plupart des étudiants font face à une précarité passagère, rien ne garantit, même pas les diplômes, que ça ira mieux après. Au cours de l'année 2019-2020, la tentative de suicide d'Alaska, le jeune étudiant lyonnais, suivie d'une réaction de soutien à l'échelle nationale, ont mis en lumière un fait. Les étudiants ont du mal à subvenir à leurs besoins. Et alors ces besoins élémentaires, ce sont l'alimentation, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès au logement. On en vient à se demander quelles sont les ressources des étudiants et d'où elles viennent. Et d'ailleurs, les étudiants en France aujourd'hui, ils sont combien? Et bien pour l'année 2019-2020, ce sont 2,71 millions de jeunes et de moins jeunes qui sont en études supérieures, soit une hausse de 1,2% par rapport à l'année universitaire précédente. Et depuis les années 60, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8. Ils représentent aujourd'hui 4% de la population française. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que les étudiants arrivent tous à manger équilibré et à leur faim? Selon l'OVE, les étudiants ont du mal à tenir le rythme de 3 repas par jour. 48% d'entre eux déclarent sauter des repas pendant une semaine normale de cours. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est pas une question de régime alimentaire, mais bien de revenus. 16% d'entre eux déclarent rencontrer des difficultés financières pour remplir leur frigo. Donc en plus de ça, le prix du repas au restaurant universitaire a augmenté de 20% entre 2006 et 2015. La deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que les étudiants ont accès aux soins? En regardant les chiffres de l'OVE, on se rend compte que 73% des étudiants se disent en bonne santé. Et pourtant, les renoncements aux soins sont assez fréquents, puisque 30% disent avoir déjà renoncé à des soins ou des examens médicaux durant l'année passée. La santé, c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Et là, il y a quelques chiffres à retenir. 22% des étudiants interrogés par l'OVE se sont sentis en détresse psychologique, c'est-à-dire tristes, déprimés et sans espoir, durant au moins 2 semaines consécutives. C'est 2 fois plus que dans la population générale. Et les périodes de déprime, il faut pas les prendre à la légère. Ça peut être les symptômes d'une dépression et entraîner des conséquences graves. En effet, il y a 8% des étudiants qui ont pensé à se suicider au cours des 12 mois précédant l'enquête de l'OVE, contre un peu plus de 3% dans la population générale chez les 15-30 ans. Après s'être posé la question de l'alimentation et des soins, on arrive à la question du travail, ou comment les étudiants font pour se dégager un revenu eux-mêmes. S'il y a plein d'étudiants qui travaillent pendant les vacances pour se mettre un peu d'argent de côté, il y en a 46% qui travaillent pendant l'année universitaire, c'est-à-dire en même temps que les cours. Parmi les étudiants qui travaillent pendant l'année, 55% ont un emploi purement alimentaire, c'est-à-dire qu'il est indispensable pour eux. Ce qui fait qu'un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Et là, on en vient forcément à se poser la question de la réussite en cours quand on est obligé de travailler pour payer son loyer. Mais les conséquences, elles sont claires et elles sont désastreuses, puisqu'il y a 18% des étudiants salariés qui disent que leur travail a un impact négatif sur leurs résultats aux examens, et 34% qui disent que leur job est une source de stress et de tension nerveuse. Le problème, c'est que les étudiants n'ont pas de revenus propres dus à leur statut. Alors c'est vrai qu'il existe des bourses sur critères sociaux, mais elles sont calculées sur les revenus des parents. Donc à moins d'être boursier ou de travailler, les étudiants sont totalement dépendants de leur famille. On arrive à la dernière thématique, c'est celle du logement. Parce qu'il y a une majorité des étudiants qui sont obligés de quitter le foyer familial pour leurs études. Et pour eux, le loyer représente en moyenne entre 50 et 60% de leur budget mensuel. C'est-à-dire l'importance de ce facteur quand il faut faire les comptes. Alors s'il existe des logements peu chers gérés par les Crous, ils sont une toute petite minorité, puisque seulement 6% des étudiants y sont logés. Le plan Ancio lancé en 2004 prévoyait la construction de 50 000 logements sur 10 ans, mais il n'a pas été respecté, et aujourd'hui les logements Crous sont totalement insuffisants par rapport aux besoins.
Donc les étudiants se logent en majorité dans le parc privé où il n'y a aucun encadrement des loyers. Et en 9 ans, le loyer moyen avec charge d'un étudiant hors Île-de-France est passé de 404 € à 468 €, soit une augmentation de 17%. Alors chers collègues étudiantes et étudiants, amis précaires, le constat est indéniable. Le niveau de vie des étudiants ne cesse de baisser. Si certains pensent que faire une croix sur sa santé, son épanouissement et vivre dans des conditions difficiles pendant plusieurs années n'est pas dramatique, eh bien ils se trompent. Le but de cette vidéo n'est pas de nous apitoyer sur notre sort, mais bien de se rappeler que, même si la précarité renvoie à des problèmes personnels, elle touche énormément de monde et est un vrai problème collectif et de société. Cette situation qu'on décrit, on est très nombreux à les avoir vécues, et pour beaucoup on s'y habitue. En effet, en 2016, 21% des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté. Maintenant, quand vous galérez pour manger à la fin du mois, ne vous dites pas que c'est normal parce que vous êtes étudiant. Mais dites-vous que vous n'êtes pas seul et que cette situation doit changer et elle peut changer. À la prochaine. Merci à Romain et Victor pour ces quelques chiffres. Malheureusement, on constate qu'il avait raison, la précarité étudiante elle cesse de s'accentuer, notamment avec la crise sanitaire. Petit exemple, Romain indique grâce à l'enquête de l'OVE que 22% des étudiants s'étaient déjà sentis en détresse psychologique. Et aujourd'hui, les chiffres ils révèlent que c'est quasiment la moitié du corps étudiant qui voit sa santé mentale se dégrader. On peut voir aussi que 46% possèdent un travail alimentaire et un article du Point du mois de février de cette année indique, je cite, que 58% de ces derniers ont vu leur activité diminuer, impliquant en moyenne une perte de revenus de 274 €. Quand 36% l'ont purement et simplement vu s'interrompre à l'occasion du premier confinement, sans qu'un tiers d'entre eux ne le reprennent à l'issue de celui-ci. Vous pouvez nous dire au passage dans le chat si vous avez déjà eu un job étudiant pour les vacances scolaires ou alors tout au long de l'année. On aurait pu continuer un moment à décrypter l'évolution des chiffres, mais je préfère laisser la parole à Nicolas, qui lui aussi semble avoir des choses à dire. Je suis plutôt un bon élève, même si j'ai des difficultés. Je sais qu'apprendre, c'est la sève pour s'élever dans cette société. J'étudiais le jour et la nuit, je ne comptais pas trop mes heures. Mais maintenant que c'est bien fini, que je n'ai plus mes professeurs, je suis en train de décrocher, j'ai peur de tout, même de l'avenir. On est devenus tous pestiférés. Un virus va m'anéantir. Je ne peux même plus décompresser, je zappe à la télévision. Les décideurs n'ont pas idée que je frôle la Grande Dépression. On dit bien tout et son contraire, mais cette grippette rend bien malade. Je ne peux même pas voir ma grand-mère qui est prisonnière de cette EHPAD. C'est un scénario apocalyptique où mon moral fait du yo-yo. Où sont en ville toute cette musique et mes potes au fond du bistrot. C'est une scène presque d'épouvante où on nous prive de liberté. Ma vie est devenue effrayante, j'ai même failli me suicider. On nous annonce bientôt la fin, je me raccroche à cet espoir, mais j'entends encore que ce vaccin, il y a encore moult déboires. Face au désarroi de ce malheur, faut encore que je m'alimente. Je fais appel au resto du cœur, je suis sur une mauvaise pente. Combien de temps ça va durer? J'ai besoin vraiment d'une psychologue. Les complots dans ma tête sont ancrés. Connaîtra-t-on un jour le prologue? Reprendrai-je une vie heureuse? Comment je ferais sur cette terre? Ou bien cette pandémie tueuse fera de ma vie un enfer? Merci Nico de nous avoir partagé ton beau travail. Effectivement, les étudiants sont les grands oubliés du gouvernement. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'en pense la ministre de l'Éducation supérieure. 40% des étudiants ne reviennent pas en présentiel car le mode d'enseignement à distance leur convient. Évidemment, c'était sur la base du volontariat, et on voit qu'en réalité, 40% des étudiants ne reviennent pas en présentiel alors qu'ils pourraient le faire. Je pense que l'information est fausse.
Alors je pense que c'est une partie vraie et faux. Un peu des deux, mais j'irais plus fausse. Pour moi, c'est faux. Je pense que c'est un fake news. L'information est peut-être fausse dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui reviennent et j'ai l'impression aussi que tous les étudiants ne peuvent pas revenir du coup sur l'université forcément. Là, elle source pas. Elle dit on voit que 40% des étudiants, mais c'est pas expliqué sur quel échantillon, qui a récolté l'info ni rien. En tout cas, si quelqu'un du gouvernement a dit ça, il y a quand même un petit problème. Je sais pas, ça me paraît un peu gros, parce que bon, 40% des étudiants, je vais prendre dans mon cas, mais on est presque tous contents de retourner à la fac. Alors, cette fois, c'est un article de 20 minutes qui démontre les dires de Frédérique Vidal. Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, y indique que Frédérique Vidal tire ses chiffres d'un échantillon très réduit provenant d'une seule université. Jean-Pascal Simon, secrétaire général du syndicat enseignant Sup Recherche UNSA, explique à son tour que d'après les remontées directes des étudiants, le maintien du distanciel tient à 3 raisons. D'abord à la crainte du coronavirus, mais aussi au fait que certains étudiants ont dû rendre leur logement universitaire à cause des confinements. Et du coup, c'est compliqué pour eux de revenir en cours quand ils sont retournés chez leurs parents. Et enfin, il y a une petite partie d'entre eux qui préfèrent effectivement le distanciel, mais c'est vraiment une infime partie. Donc, cette petite fake news, elle nous rappelle qu'il faut toujours replacer les chiffres dans leur contexte et les sourcer. En tous les cas, on espère qu'on pourra reprendre une vie sociale très vite. Et en attendant, je crois qu'Amélie avait quelques anecdotes sur la vie étudiante à nous partager. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas très bien dans la tête des gens. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui font le choix de s'enfermer chez eux et de plus voir personne. Je trouve ça dingue parce que c'est exactement ma vie depuis que je suis étudiante. Et là, soudain, le gouvernement s'est dit « Vas-y, on va être solidaire avec les étudiants, on va confiner toute la France, on va faire comme eux. » Sauf que frère, tu vas pas me dire que toute la France, elle vit dans un 9 mètres carrés avec la voisine qui n'aura jamais le casting de The Voice et les toilettes sur le palier. Non, faut arrêter de déconner là, frère. Et ce qui est marrant avec mon appart, c'est que le meilleur endroit pour capter le wifi, c'est dans mon lit. Donc autant vous dire que mon temps d'écran sur Netflix a explosé ce mois-ci. Mais d'un côté, ça me rend triste parce que je vois mon bureau qui est là, sur le côté, avec mes livres de cours et mes beaux petits crayons qui me font de l'œil en mode « Viens poser tes mains sur moi, fais glisser la pointe de tes stylos sur mon corps. » Oh oui, je sais que ça te manque, les feuilles de révision. Même mon bureau est en manque de contacts sociaux. C'est vous dire, on vit dans une époque de dingue, les amis. Pendant le premier confinement, j'étais tellement isolée que la seule fois où j'ai vu la boulangère, je l'ai prise pour ma mère. Je ne vous raconte pas la gênance quand je lui ai demandé de prendre rendez-vous chez un psy. Elle l'a grave mal pris. Et comment tu veux trouver la motivation pour travailler, toi, en ce moment? C'est comme si le monde entier partait en couille, que tu avais des morts par milliers, et qu'on te disait « Non mais t'inquiète, frère, tu vas réussir à l'écrire, ce mémoire sur la production des pissenlits. C'est important pour ton avenir. » Mais quel avenir, en fait? Ça fait 1 an que tout est incertain. La seule chose dont je suis sûre, c'est que le gouvernement a d'autres priorités que les étudiants. Déjà qu'on nous a sucré 5 € d'APL il y a quelques années, il ne manquerait plus qu'il nous empêche d'aller étudier à la fac et de boire un verre en terrasse avec nos potes. Non mais, quelle idée! Bon, après, le côté positif avec les cours à distance, c'est que je peux maintenant ajouter la case « garde son calme, même pendant l'apocalypse » sur mon CV. Les profs, ils pensent vraiment que je vais me taper leur PowerPoint de 46 pages. Mais frère, je préfère largement passer ces 2 heures à lire des commentaires de Marina96 et Jeanne de Fifou sous la dernière vidéo de Lil Nas X. Il y a 1 jeune sur 6 qui aurait arrêté ses études depuis le début de la crise sanitaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il y a 1 jeune sur 6 qui va se retrouver à vendre des chaussettes alors que le mec, il est capable de résoudre un conflit géopolitique en Iran. Ça me rend fou, vraiment. Bon, le côté positif, c'est qu'avec notre génération dépressive, les étudiants en psycho, ils vont enfin pouvoir trouver du taf dans les années à venir. Bon, enfin, pour répondre à la problématique de ce live, qui est « Les jeunes se sentent-ils considérés dans cette crise ?» Je pense que la réponse, elle est évidente pour tout le monde. Il n'y a qu'à regarder comment je me sentais fière de faire cuire mon cordon bleu sur mon radiateur. La cuisine collective de ma résidence étudiante, elle ferme à partir de 22 h. Donc du coup, j'ai dû m'adapter. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde de savoir adapter ses cuissons à la vitesse de chauffe d'un radiateur. Moi, je vous le dis, dans quelques années, il y aura un top chef étudiant. La France entière va découvrir des techniques de cuisine insoupçonnées.
Bon, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup de fois utilisé le mot frère dans cette chronique, parce qu'en ce moment, il n'y a rien de plus important que la fraternité. Il faut être solidaire entre nous, les amis. Parce que cette crise, disons-le, elle nous fait suer. Mais bon, c'est quand même plus sympa de suer à plusieurs. Sans arrière-pensée, évidemment. Allez, ciao les amis. Petit problème technique, désolé, elle est du direct. Du coup, je vous laisse avec la vidéo du VLIP du 5 décembre 2019 parce qu'on avait trouvé à ce moment-là important de leur donner la parole aux meilleurs concernés en fait et je vous laisse regarder. On est super sensible à ce qui s'est passé à Lyon et ouais, on essaie de faire en sorte de porter un truc un peu sur la fac contre la précarité. Je suis pas vraiment précaire personnellement, mais je vois pas mal de gens comme ça. Et le truc, c'est que la précarité, quand tu la vis pas, tu la vois pas trop parce qu'elle est vachement invisibilisée. Il y a surtout une espèce de honte et de tabou autour dans nos sociétés qui laissent pas les gens s'exprimer. Et du coup, si t'es pas dans la situation et que t'es dans une bonne famille, tu le vois vraiment pas. Autour de toi, t'as que des gens qui vont bien. Du coup, tu te dis ah non, mais la société, tout va bien, moi ça va, le capitalisme c'est super. En fait, en ce moment, il y a vraiment une politique de casse de tous les services sociaux et de tout, en fait, toutes les aides. Je pense qu'il faut complètement refondre le système des bourses, qu'il soit plus indexé sur les revenus des darons. Je pense qu'il faut augmenter les bourses de manière générale, et augmenter leur assiette pour qu'il y ait plus de personnes qui en touchent. Le service de santé, pour avoir un rendez-vous, c'est toujours pareil, quoi. Quand t'es malade, il faut attendre une semaine. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Étudiants mobilisés contre la précarité, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
j'ai presque 600 € par mois, donc ça va. Mais au final, là, tu vois, il me reste 30 balles pour finir le mois, même pas. Je suis en galère à partir de, je pense, du 15-20. Bon, la vie étudiante, c'est pas que des tonus et des vendredis matins difficiles, c'est aussi une alimentation restreinte, la précarité menstruelle et la bourse sur le revenu des parents. Les réponses du gouvernement semblent insuffisantes face à toutes ces problématiques, mais on a quand même tenu à énumérer quelques aides auxquelles vous pourriez avoir droit si vous êtes étudiant ou étudiante. Donc d'abord, il existe la bourse traditionnelle du Crous, dont les critères d'attribution sont souvent critiqués. Et ensuite, on peut citer le RME, Revenu minimum étudiant. Alors, il faut faire attention car cette aide, elle est locale et non nationale. Donc, son attribution dépend du lieu où vous étudiez. Mais pour vous renseigner, vous pouvez aller voir la mission locale et ils pourront sûrement vous renseigner. Concernant les prêts étudiants parfois difficiles à obtenir, il existe 5 banques partenaires de l'État qui se porteront caution pour vous. Donc, on est bien d'accord que cette solution, elle n'en est pas une à long terme. Et enfin, on peut citer le FNO, Fonds national d'aide d'urgence. Et pour constituer votre dossier, il faudra s'adresser au Crous dont dépend votre établissement. On va s'arrêter là pour ce soir, mais il existe d'autres aides concernant la mobilité, le logement ou encore la santé, donc n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y en a qui sont très peu connus. Je vous laisse avec un exemple de structure qui se mobilise face à toutes ces problématiques, et donc avec l'interview de la surprenante épicerie par Inès. C'est à toi, Inès. Bonjour Louise, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, du coup, Louise Paquet, présidente de la surprenante épicerie et étudiante en master droit de l'environnement à la fac de droit de Nantes. Et du coup, justement, par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, est-ce que la surprenante épicerie, elle a été mise en place en même temps que la mobilisation? Non, pas du tout, c'était un projet qui était avant la crise du coronavirus. C'était une sorte de constat qu'on avait fait avec nos camarades depuis plusieurs années. Et donc, du coup, on a pris contact notamment avec l'épicerie gratuite de Rennes 2, qui existe depuis plus longtemps que nous, et de ce constat de précarité qui était déjà présent dans notre vie avant le Covid, on a voulu créer cette structure, donc cette association. Et en fait, elle a vraiment été créée en septembre 2019, donc avant la crise. Et après, c'est tout le temps de faire des démarches administratives. On a mis un peu de temps avant de commencer effectivement les distributions. Et du coup, combien de personnes font partie de l'association? Alors du coup, on a un conseil d'administration qui est composé de 9 personnes. Donc il y a une présidente, 2 co-secrétaires et 2 co-trésoriers et le reste en administrateur. Et ensuite, en bénévole, on va avoir environ 70 bénévoles qui vont venir ponctuellement et 40 qui sont très actifs. Et est-ce que l'association, elle est composée uniquement d'étudiants? Alors pour le conseil d'administration, oui, et c'est une vraie volonté de notre part que cette association elle soit appropriée par les étudiants pour les étudiants. Donc du coup, après, on peut avoir ponctuellement des bénévoles qui viennent du personnel de l'université, mais c'est dans la très très grande majorité des cas, ce sont des bénévoles étudiants. Et pourquoi les étudiants ils s'engagent du coup dans l'association? Je pense parce que ça les touche, qu'ils ont envie de donner un peu de temps,
voir aussi l'envers du décor, parce que c'est vrai que c'est pas la première chose dont on va parler quand on est étudiant entre soi, de dire qu'on est en situation de précarité, que ce soit alimentaire ou hygiène. Et donc du coup, ça permet aussi de garder, d'aider et aussi de garder un lien social, parce que c'est vrai que c'est peut-être le moment, un des seuls moments dans la semaine où les étudiants vont pouvoir rencontrer d'autres étudiants et pouvoir agir ensemble et sortir un peu de cette quotidienneté avec les cours en distanciel et enfermé chez soi et ne voir personne d'autre, quoi. Et comment est-ce que vous avez mis en place vos actions du coup? Du coup, on a pris, ça a été un travail assez long. D'abord, on a dû contacter l'université, tous les partenaires différents pour voir comment mettre en place l'association. Et on a commencé donc par prendre contact avec l'épicerie gratuite de Rennes 2 pour voir quel était leur modèle, comment ils avaient construit l'association, etc. Donc après, on a déposé les statuts, mis en place tout ce qu'il fallait, donc c'est-à-dire démarches administratives, mais aussi se renseigner sur comment réaliser des distributions, acheter le matériel, parce que du coup, c'est vrai que c'est quand même assez important comme logistique derrière. On a dû acheter des frigos, un congélateur, des caisses isothermes, des pains de glace, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de choses à faire. Et puis après, on a contacté différents partenaires, donc notamment Phoenix, qui est une entreprise qui va mettre en lien les supermarchés avec les associations caritatifs pour pouvoir redistribuer des invendus. Donc ça a été vraiment progressif. Pardon. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres associations qui vous ont aidé, par exemple, pour obtenir plus de denrées alimentaires ou des produits hygiéniques? Oui, alors ça a été vraiment progressif parce que tout d'abord, on a du coup travaillé avec Phoenix, mais notre première distribution, elle devait tomber la première semaine du premier confinement. Donc du coup, on a été un peu bloqués. Et à ce moment-là, on a pris contact avec les Restos du Cœur pour pouvoir quand même distribuer des denrées alimentaires aux étudiants pendant le premier confinement. Et après, au retour de la rentrée universitaire, on a changé de bureau et là, on a repris contact avec les Restos du Cœur et Phoenix pour pouvoir continuer les distributions. Et après, on a un certain nombre d'associations aussi partenaires, donc notamment Féminité sans abri pour tout ce qui est précarité menstruelle et aussi produits d'hygiène du quotidien, donc savon, brosse à dents, ce genre de choses. Et après, on a, on va dire, avec la mise en lumière un peu de la précarité étudiante il y a quelques mois, de nouveaux partenaires qui se sont créés, notamment avec le Rotary Club qui nous a beaucoup aidés, et puis des entreprises aussi qui sont venues en renfort nous aider. Et du coup, est-ce qu'en tant qu'étudiant, il n'y a pas trop de pression à assurer le bon déroulement des distributions et l'organisation de l'association? Alors, c'est vrai que c'est un travail à plein temps, si je puis dire. C'est vrai que quand un bénéficiaire va venir à l'épicerie, il va voir qu'une fois par semaine, on va distribuer des denrées, mais il y a tout un fonctionnement et une organisation derrière et ça prend beaucoup de temps. Après, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup et qui nous motive. Donc, du coup, il suffit de s'organiser et on arrive à gérer les deux, même si c'est vrai qu'en période de partiel, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Et est-ce que les institutions qui vous ont aidé, elles vous ont laissé gérer à 100% Ah oui, l'association? totalement, parce que de toute façon, c'est une association qui a été créée à l'initiative d'étudiants. Donc en fait, on n'est pas du tout dépendant de l'université, etc. Après, c'est eux qui vont nous apporter leur aide. Donc par exemple, pour trouver un local, par exemple, c'est l'université qui nous a aidés. Pour trouver des fonds, c'est l'université aussi, notamment par le fonds FFVIE. Après, on a aussi pris contact avec d'autres structures comme Nord Métropole, la ville de Nantes et la région, etc. Mais en tout cas, on est complètement libre de ce qu'on fait et de nos choix. Ok. Et est-ce que le Crous, il vous a aidé aussi? Alors, le Crous, il nous a aidés puisqu'ils nous ont prêté le pôle étudiant à partir du deuxième confinement. Donc, du coup, ils nous ont prêté gracieusement ce local, ce qui nous a permis de faire des distributions plus importantes. Puisque dans notre petit local, on était à environ 60 bénéficiaires, il fallait vraiment, il y avait beaucoup de queues dehors, alors que là, avec du coup le pôle étudiant, c'était plus facile pour respecter les sens de circulation et pouvoir aussi distribuer à plus de personnes en même temps, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Donc oui, ils nous ont bien aidés et aussi ils nous ont mis en contact avec la marque Sodebo qui nous a aidés pendant quelques distributions en nous donnant des sandwichs, des pizzas, ce genre de choses pour pouvoir
égayer un peu les repas des étudiants. Ok. Et est-ce que vous trouvez que la précarité étudiante, elle est assez considérée? Non, on ne pense pas qu'elle est assez considérée. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre qu'une crise mondiale et sanitaire arrive et encore un an après, pour pouvoir vraiment parler de la précarité étudiante. Et on a l'impression tout d'un coup que c'est la découverte, la précarité étudiante existe, mais elle existe depuis très très longtemps, des décennies et bien plus. Et on espère que cette mise en lumière de la précarité étudiante, elle ne va pas retomber après et que des aides elles vont pouvoir se faire sur le long terme pour aider les étudiants. Ok. Et est-ce que dans vos actions, vous vous sentez pris au sérieux? Par qui? Par l'université ou les institutions? Ah oui, totalement. On a vraiment un retour très positif des institutions qui nous remercient vraiment pour ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok. Et du coup, pour vous, c'est quoi la solution pour mettre fin à la précarité alimentaire chez les étudiants? Alors, c'est une très vaste question. Ça me paraît un peu compliqué de répondre comme ça, mais après, c'est à titre personnel, je ne veux pas engager l'association pour mes propos, mais je pense qu'une revalorisation des bourses serait salutaire, je pense. Et puis aussi, continuer tout ce qui est repas, coût 5 €, ce genre de choses, et vraiment aider les étudiants sur le long terme et pas sur des petites courtes périodes quand c'est mis en lumière. Ok. Et ben merci du coup. Je ne sais pas Merci s'il à y vous. avait des questions du coup dans le chat. Oui. Alors du coup, la surprenante épicerie, est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous joindre? Oui, tout à fait. Donc, on peut nous joindre par Facebook ou Instagram. Vous tapez La Surprenante Épicerie et vous nous trouvez. Et on a un site internet qui va sortir dans quelques semaines normalement. Donc, vous pouvez nous joindre par plusieurs moyens. Et on a aussi une adresse mail, lasurprenanteépicerie@gmail.com pour aussi nous envoyer toutes vos questions si jamais vous avez besoin. Je voudrais remercier aussi Louise de La Surprenante Épicerie de nous avoir accordé l'interview. Si vous pouvez joindre La Surprenante Épicerie sur les réseaux sociaux, du coup, et encore bravo pour votre travail. Donc, je crois que le live touche à sa fin. Merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de nous regarder. C'était une première pour nous, donc on espère que ça vous aura un peu informé. Et si ce n'est pas le cas, au moins vous avoir fait passer un bon moment. Et on a hâte de vous retrouver en présentiel au VIP. À bientôt.